Bon, donc, je vais vous parler de ce livre écrit par Lénine, Vladimir Ilyich Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ça a été écrit en russe à Zurich en 1916. L'édition que j'ai est celle qui a été publiée aux éditions du Progrès en 1969. Alors, avant de commencer cette conférence, je voudrais vous préciser trois choses. Je l'ai préparé en faisant un résumé, un court résumé de l'ouvrage de Lénine, en utilisant ses propres termes, qui me semblent très modernes et très appropriés, y compris à la situation actuelle. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, au fur et à mesure du développement, j'ai intégré des exemples actuels de façon à ce que l'analyse de Vladimir Ilyich Lénine vous parle actuellement. Et la troisième chose, c'est que j'ai écrit cette conférence car c'est un sujet qui est euh, important, en particulier pour moi, mais je pense pour vous aussi. Et je suis incapable de faire une conférence de ce genre sans l'écrire. Alors, je commence. Donc, dans sa préface de 1917, Lénine explique qu'il utilise un vocabulaire et des exemples lui permettant d'échapper à la censure en Russie. Cet ouvrage a donc été écrit avant la fin de la guerre 14-18, que dans sa préface de 1920, Lénine qualifie de guerre de classe pour le partage du monde, pour, précise-t-il, pour les colonies et pour les zones d'influence du capital financier. Il ne se borne donc pas à la situation de la fin du 19e, essentiellement période de partage des colonies. Il développe son raisonnement que je trouve d'une modernité extraordinaire. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait que le développement du capitalisme ne se fait pas par étapes. C'est un processus continu, mais non linéaire, où les bons sont toujours possibles. Par exemple, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une période de bons avec le développement, les progrès techniques et scientifiques actuels. Lénine, page 21, fait référence à Marx, qui, dans Le Capital, explique que la libre concurrence engendre la concentration de la production, laquelle, arrivée à un certain degré de développement, conduit au monopole. Bien que Marx vive à l'époque de la libre concurrence, qui était le credo des économistes et des capitalistes de l'époque, il avait déjà sous les yeux l'émergence de ce capitalisme de monopole. Par exemple, la Société Générale, cette banque bien connue, est fondée en France en 1864 par de grands industriels et Schneider Schneider, la métallurgie à Saint-Étienne, en sera le premier président. Lénine s'appuie sur de nombreux écrits de marxistes, en particulier Hilferding, un marxiste de son époque, un marxiste allemand, mais aussi de non-marxistes. Il rappelle, page 77, que le capitalisme, c'est la production marchande à son plus haut degré de développement, où la force du travail elle-même devient marchandise. Tout son raisonnement s'appuie sur ce fondamental. Voyons maintenant ce raisonnement de Vladimir Ilyich Lénine. Le premier point, c'est la concentration de la production, qui nous est bien connue. Il explique que le capitalisme sépare le capital de son application à la production. Le capital argent, les banques, du capital productif, les industries, du capital foncier, les rentiers. Or, fin 19e, début 20e, il y a un développement intense de la production en raison du perfectionnement technique et de la réduction possible des frais de production. Peu à peu, des unités industrielles immenses se constituent. Elles conquièrent un domaine après l'autre, de la transformation des matières premières à la production, de la production au commerce et au transport. Cela conduit donc à la concentration de la production.
Ceux qui possèdent le capital argent possèdent le capital productif. On assiste ainsi à la réunion de plusieurs entreprises, de plusieurs branches. Par exemple, production de la fonte, transformation de la fonte en acier, production d'acier fini. Pour vous donner un exemple, j'ai pensé à Krupp euh, pour leur rôle. J'ai pensé à cette entreprise, ce gros groupe, pour le rôle qu'il a joué au moment de la Première et Seconde Guerre mondiale. Krupp est né, en fait, avec les chemins de fer. C'est un groupe qui a relié mécanique, métallurgie, sidérurgie et pour finir l'armement qui a été les canons, les chars, qui ont été un de ses grands profits pendant la Première Guerre mondiale en particulier et la Seconde aussi. Une très forte concurrence se développe. Les petites entreprises et les entreprises précaires périssent, en particulier pendant les périodes de crise. Par exemple, ce qui se passe actuellement dans la restauration, où même des chefs étoilés sont contraints de vendre leur restaurant et d'en devenir gérants. Les entreprises deviennent géantes. Par exemple, aujourd'hui, on a ArcelorMittal en France. ArcelorMittal, PSA, EDF, Sanofi et un certain nombre également de grands groupes dans le commerce. Elles mettent la main sur les voies et les moyens de communication. Il y a combinaison entre entreprises avec des faillites, des rachats, etc. Ainsi, il y a dans la production transformation de la concurrence en monopole, avec des achats, des fusions, des ententes possibles. Par exemple, les unions monopolistes. Un exemple actuel, PSA, que vous connaissez tous, qui est une union de Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Vauxhall, Talbot, Simca. Ce développement des entreprises et des banques est inégal. Il se fait par à-coups. Cette transformation accélère et renforce le processus de concentration des capitaux. Donc, on arrive à la concentration des capitaux et la transformation des banques après la production ou en même temps que la production en monopole. Cette concentration de la production appelle des besoins énormes d'investissement. Les banques deviennent géantes et essentielles pour prêter au secteur productif de quoi investir. Il y a donc accroissement des opérations bancaires et les grosses banques détiennent la presque totalité du capital argent des capitalistes. Je rajouterai aujourd'hui le capital argent également des salariés, puisque nous sommes payés par chèque et virement bancaire. Les banques ont pouvoir sur le crédit, ils peuvent l'élargir ou le restreindre, et se subordonnent ainsi les opérations commerciales et industrielles de la société capitaliste tout entière. Elles asservissent les entreprises et le capital industriel en est de plus en plus dépendant. Elles deviennent toutes puissantes. Ce processus accélère et renforce la concentration des banques et donc des capitaux. Par absorption ou rattachement, les petites banques disparaissent. Il y a donc concentration des banques et rapport étroit entre les banques et les entreprises industrielles. À l'époque de Lénine, il y a contradiction entre capital bancaire monopoliste et capital commercial encore très concurrentiel. Le petit commerce. Il reste encore aujourd'hui d'ailleurs des traces de ces petites entreprises concurrentielles, mais une bonne partie est impliquée dans un processus de monopolisation. Les coiffeurs avec par exemple Desange, les boulangers avec Jacquet, les bouchers avec Charal. Cette concentration bancaire et industrielle remplace l'ancien capitalisme où régnait la libre concurrence. Le nouveau capitalisme est monopoliste et ces monopoles sont cause et résultat de l'interpénétration capital bancaire, capital industriel et commercial.
ce que Lénine nomme le capital financier, capable, dit-il, certes, de hâter les progrès techniques, mais ce capital domine toute la société. On en arrive donc à la description de ce nouveau capitalisme monopoliste et à l'oligarchie financière qui en émerge. On assiste, je l'ai dit, à une fusion ou interpénétration des banques et de l'industrie. Une énorme oligarchie financière se constitue à travers les sociétés par action, où il suffit de quelques pourcents, les économistes actuels disent 5%, pour dominer. Je vous donne l'exemple de Sanofi. Sanofi, l'actionnaire de référence, le principal, c'est L'Oréal, avec plus de 9% des actions. Dans cet actionnariat de Sanofi, il y a plus de 77% qui sont des institutionnels, autrement dit, des grands groupes ou des États. Il y en a 26% pour les Américains, dont les BlackRock, plus de 16% pour les Français, plus de 14% pour les Britanniques, etc., etc. Et je vous fais passer la liste des filiales de Sanofi dans le monde. Il y en a à peu près 300, et vous verrez, ils couvrent une bonne partie. Je vous fais circuler. La soi-disant démocratisation de la possession des actions, dont on parle beaucoup actuellement, et qui se développe, mais était déjà là à l'époque de Lénine, est un leurre. Les petits actionnaires n'ont aucune voix au chapitre. Les sociétés par action remplacent le capital familial et favorisent ce développement, tout en laissant au capital familial des grandes sociétés un poids essentiel. Ainsi, aujourd'hui, le groupe familial Peugeot détient plus de 14% du capital de PSA. Rappelons que PSA a créé sa propre banque et détient aussi une entreprise essentielle au secteur automobile, c'est-à-dire Faurecia pour les plus détachés. Bien sûr, PSA est implanté en Chine, en Iran, en Inde, etc. Les bénéfices sont énormes et croissants avec la constitution de firmes, les émissions de valeur, etc. Les États, et c'est très important, jouent aussi un rôle dans cette évolution, en particulier avec les emprunts d'États, les emprunts des pays, pour faire face à la construction nécessaire aux moyens de communication, à l'éducation, à la santé, etc., pour faire face à tous les besoins de la main-d'œuvre qui est nécessaire au développement du capitalisme. Les représentants de cette oligarchie financière se retrouvent au niveau des États, des gouvernements, des hauts fonctionnaires. Les exemples actuels pullulent. Il y a attraction sur tous les fonctionnaires et développement de la corruption financière, mais aussi qui prend d'autres formes dans les États. Je vous donne un exemple dont on parle assez peu, qui est celui de la valorisation des terrains, de certains terrains, de certains logements, de certains commerces, de certaines communes, grâce à l'opération du Grand Paris et au choix de trajet du RER, qui bien sûr se développe peu dans les communes ouvrières. Lénine cite de ce point de vue un économiste allemand, nullement marxiste. Kessner, page 30, dit « Le plus grand succès ne va pas aux négociants, mais au génie de la spéculation. » Voir toutes les écoles de commerce et de finance qui se développent actuellement, les grandes écoles de commerce et de finance qui se développent actuellement. En effet, les capitaux bancaires se divisent en capitaux à placement productif et spéculation. Ce capital financier est concentré entre quelques mains. Il exerce un monopole de fait. Ses prélèvements sont de plus en plus importants. Le système de participation se développe avec des sociétés mères dominantes et des filiales.
par constitution ou adjonction. Des filiales, dit Lénine, où tout peut se passer. Cette évolution concerne les banques d'un même pays, mais aussi se fait aussi avec des banques étrangères au pays en question. Prenons l'exemple de Total, par exemple. Total était une entreprise publique. L'État possédait 35% des actions. C'est lui. C'est l'État qui a créé cette société. Il y a eu ensuite fusion avec Hutchinson, Elf, etc. Total a actuellement 903 filiales. Vous pouvez trouver la liste sur Internet. Bien entendu, Total a des banques parmi ses actionnaires. Parmi les actionnaires, dans l'actionnariat, 78%, plus de 78% sont des institutionnels, ce que l'on appelle des institutionnels, c'est-à-dire des grands groupes ou des États. Et français, dans ces institutionnels, plus de 15% sont français, plus de 10% anglais, et le reste est plus de 17% l'Europe et 30% l'Amérique du Nord, dont BlackRock, bien entendu. Par rapport à Total, j'ai souhaité vous lire ce que Marc Endelvelt, qui est un journaliste d'investigation, a écrit dans son livre sur les guerres cachées, les dessous du conflit russo-ukrainien. Il écrit, page 108, « Dans chaque nouveau réacteur construit par Rosatom dans le monde, permet aux différentes entreprises françaises sous-traitantes du secteur de toucher la bagatelle de 1 million d'euros. 1 milliard, excusez-moi, d'euros. Et on trouve dans ces groupes Vinci, Bouygues, Dassault, etc. Il écrit également, page 110, Total a obtenu du pouvoir russe une licence d'exportation de gaz, jusqu'alors monopole de Gazprom. Je vous cite ces petits passages qui me semblent intéressants pour situer Total dans le monde actuellement. Bon, où est-ce qu'ils en sont avec la Russie, c'est une autre question, mais au moins ça permet de situer l'un des très grands groupes pétroliers. Les dirigeants des monopoles se répartissent les postes directoriaux, dirigeants des conseils d'administration, des banques et des entreprises de production. Lénine nomme cette interpénétration union personnelle, et il insiste sur le mot personnel. Il s'agit donc d'humains, d'union d'humains, des dirigeants de banques et des dirigeants de grosses entreprises industrielles et commerciales. Il consacre aussi quelques lignes au capital foncier, le capital de rente foncière, précisant qu'il y a aussi fusion avec le capital bancaire et cela entraîne une spéculation sur les terrains, ce qui constitue une opération très lucrative ou des opérations très lucratives pour le capital financier. D'ailleurs, les banques constituent des sociétés actuellement. Par exemple, la BNP a créé Real Estate pour l'investissement immobilier, la promotion, la transaction, l'expertise. Lénine fait aussi un sort aux illusions concernant les monopoles d'État. Page 92, il écrit « Les monopoles privés et les monopoles d'État s'interpénètrent à l'époque du capital financier, les uns les autres n'étant que des chaînons de la lutte impérialiste entre les plus grands monopoles pour le partage du monde, voire, par exemple, actuellement, la RATP et ses marchés au plan mondial. La RATP consacre peu d'argent pour améliorer la circulation dans les métros et dans les bus, mais par contre, elle les présente sur les marchés d'État. On en arrive à cette exportation des capitaux, on en arrive au partage du monde entre les groupes financiers.
Lénine rappelle que les anciens capitalistes exportaient des marchandises. Ainsi, au début du XIXe siècle, l'Angleterre prétendit au rôle d'atelier du monde entier. Ce pays se ravitaillait en matières premières, par exemple coton en Inde, et exportait les produits finis. Au fond, c'est un petit peu ce que la Chine a fait il y a une petite dizaine d'années. Les nouveaux capitalistes, eux, se partagent le marché intérieur de leur propre pays en s'assurant le contrôle et la possession de toute la production. Or, en système capitaliste, le marché intérieur est lié au marché mondial et le marché est mondialisé depuis longtemps. Pensons au caoutchouc en Indochine, aux dattes au Maghreb, à l'huile de colza et d'arachide en Afrique, au coton en Inde et aux USA. Pensons aussi à l'or en Amérique du Sud, puis en Afrique, aux épices en Chine et au Moyen-Orient, à la soie, etc. Mais aussi, pensons aux esclaves. La production devient mondiale. Ne parle-t-on pas aujourd'hui de chaîne de valeur au plan mondial? Et cette mondialisation accélère, bien entendu, l'accumulation des capitaux. Cette accumulation et l'excédent de capitaux conduit ainsi le capitalisme monopoliste à exporter des capitaux. Les échanges financiers nationaux et internationaux sont en expansion. Les capitalistes augmentent ainsi leurs profits. Au fond, il s'agit pour le capital financier, en exportant des capitaux, de trouver de nouveaux marchés et de nouvelles sources de profit. Pour cela, le capital financier se partage le monde. Il ne s'intéresse donc pas seulement aux colonies, mais aussi aux zones d'influence. Et l'on va vers une formation de cartels internationaux, c'est-à-dire des groupes ayant plusieurs sociétés. Par exemple, Siemens. J'ai pris Siemens pour son rôle essentiel par rapport à l'émergence du nazisme en Allemagne. Siemens est né au XIXe siècle de la télégraphie. Il s'est peu à peu investi dans le téléphone, l'éclairage, le moteur, la motorisation, la métallurgie, l'électroménager, la santé, la mobilité, le bâtiment, l'informatique. Il a récemment fusionné avec Bosch et Nokia. J'ai découvert la fusion avec Nokia en préparant cette conférence. Et je rappelle tout de même qu'il a financé, avant même 1933, l'hitlérisme, Hitler et l'hitlérisme, et qu'il a utilisé pendant la guerre la main-d'œuvre concentrationnaire dans ses usines, pour montrer combien ces grands groupes ont les mains sales. Excusez-moi, j'ai soif. Aujourd'hui, on peut observer de véritables réseaux internationaux de dépendance et de relations du capital financier, au point que l'on ne sait plus qui a racheté quoi. Les pays peu ou pas développés sont les plus concernés par cette exportation de capitaux. Lénine explique que la concurrence au plan international fait rage, et si le marché financier est peu favorable en termes d'investissement dans certains pays, il y a toujours des avantages à la clé. Relations, marché, influence. Par exemple, prêt pour la construction de chemins de fer, le financier prêteur s'assure l'utilisation des matériaux des entreprises qu'il contrôle et attend un futur marché. Il y a accord entre ces groupes pour le partage du monde, mais tout est fonction du rapport des forces. Les crises, les guerres. Lénine donne l'exemple du pétrole, dont il parle déjà en 1916. Il dit que les banques développent systématiquement et de façon autonome l'industrie du pétrole.
Il y a bien sûr des luttes pour ce partage, par exemple entre la Standard Oil de Rockefeller et la Shell hollando-britannique, mais aussi la Russie et Bakou et l'Allemagne. Mais Rockefeller possède aussi le transport et la livraison. Il est donc un groupe plus fort. Le degré de concentration déjà atteint oblige les groupes capitalistes à s'engager dans cette voie conflictuelle afin de réaliser des bénéfices. Sous des formes purement économiques, sous des formes économiques et militaires, sous des formes militaires, cela importe peu, les conflits se développent. Du coup, les rapports entre États deviennent des rapports basés sur ce partage et sur la nécessité pour les États de créer et de maintenir des rapports de force favorables à leur monopole. On en arrive donc à l'intervention des grandes puissances dans le partage du monde. À la fin du 19e, les États font la chasse aux colonies, avec soit des objectifs purement économiques, soit des objectifs sociaux, économico-politiques. Par exemple, installer des excédents de population, trouver de nouvelles terres à exploiter, de nouveaux marchés, de la main-d'œuvre, de nouvelles matières premières. Lénine explique que l'expansion coloniale a été inégale et que de nouveaux partages sont toujours possibles. Par exemple, actuellement, le pétrole et les guerres au Moyen-Orient. Mais il insiste sur le fait que le capitalisme traditionnel a connu ses limites entre 1860 et 1880. Dès la fin du 19e, il y a coexistence de colonies et de pays semi-coloniaux. La Perse, la Chine, la Turquie, etc. D'autres sont indépendants mais pris dans des dépendances financières et diplomatiques. Par exemple, l'Argentine et le poids des capitaux anglais dans ce pays. On assiste donc déjà à l'époque de Lénine à la fin du partage des territoires du globe en termes d'annexion, mais les violences se poursuivent. Expansion politique et profit deviennent les objectifs primordiaux. Cette domination du capital financier renforce les inégalités et les contradictions, d'où la nécessité pour lui d'utiliser la force, car il y a, dit Lénine, disproportion entre développement des forces productives et accumulation des capitaux, disproportion entre partage des colonies et des zones d'influence. Le nouveau capitalisme aggrave la lutte pour le partage du monde et la prépondérance des intérêts financiers sur les intérêts commerciaux. On en arrive ainsi à une exploitation gigantesque du globe, une course au trésor, au marché, à la force de travail. Il faudrait y ajouter aujourd'hui la course aux voies de communication et aux ressources des mers. Le capitalisme financier prend de l'ampleur et veut non seulement exporter des capitaux, mais dominer le monde. Il veut donc une politique internationale conforme. Leur course devient celle des nations. Contradictions, conflits, rivalités, hégémonie. Les États, les grandes puissances, doivent chercher au-delà des colonies un partage en termes de zones d'influence. Les formes de lutte changent constamment, mais, et c'est le point sur lequel Lénine insiste, l'essence de la lutte, son contenu de classe ne change pas. Il y a donc lutte politique à l'intérieur des nations et aussi entre les nations. Il y a aussi formation d'unions internationales monopolistes. Par exemple, le marché commun, la CEE, mais aussi l'ASEAN, Association des nations de l'Asie du Sud-Est, la CELAC, Communauté d'États latino-américains et caraïbes. Page 122. La domination du capital financier
n'atténue pas les inégalités et les contradictions au plan mondial, elle les renforce. Les impérialistes sont en lutte au plan mondial. Pourquoi l'intervention des États? Parce que l'oligarchie financière dont j'ai parlé est présente et dominante à la tête des États et dans les institutions publiques. Elle a, par ce biais, pouvoir de décision. Ce système constitue le capitalisme actuel, le capitalisme impérialiste. Donc, on en vient là au dernier point, l'impérialisme et sa définition. Le capital financier est donc concentré. Il dispose d'un réseau vaste et serré de rapports, de relations, d'influences. Ce capital est le résultat de la fonction capital industriel et commercial, capital bancaire. L'industriel, le commercial, le banquier constituent le financier grâce, et Lénine insiste là-dessus, grâce à leurs liens indissolubles. Indissolubles parce que ils ont des actions dans l'ensemble des groupes industriels et bancaires. Pour Lénine, c'est une étape historique de développement du capitalisme, ce qu'il appelle l'impérialisme. Il explique, page 160, que le monopole qui naît sur le terrain et à partir de la libre concurrence marque la transition du régime capitaliste à un ordre économique et social supérieur qu'il nomme l'impérialisme. Lénine, à ce propos, se livre à une critique acerbe de Kautsky et de certains courants de la social-démocratie allemande, ce qu'il nomme le social-impérialisme. Il insiste, les réformes ne résoudront pas les problèmes, car la libre concurrence a engendré les monopoles ont engendré le capital financier et l'oligarchie financière, et, pour finir, l'impérialisme. Il cite, page 147, Hilferding, ce marxiste allemand de l'époque, qui, dans les conflits internes au SPD allemand de l'époque, a écrit à un moment donné, la réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme, c'est-à-dire l'abolition complète de la concurrence par la suppression du capitalisme. L'impérialisme, c'est le stade monopoliste financier du capitalisme. La fusion capital industriel et capital bancaire. Son expansion mondiale et sa pénétration dans les États et les institutions étatiques. Et cet impérialisme, il y a un engouement général pour les perspectives de l'impérialisme. C'est une idéologie pénétrante. Comment le définir? Comment définir l'impérialisme? Lénine insiste sur le processus historique à l'œuvre. Il écrit, page 161, le monopole est issu de la politique coloniale. J'ajouterais qu'il est issu également de l'esclavagisme. À partir de ce constat, Lénine déroule les caractéristiques de l'impérialisme. Concentration de la production et du capital, les monopoles industriels et bancaires, fusion capital bancaire et capital industriel, les monopoles financiers, union personnelle capitaliste industrielle, capitaliste bancaire, l'oligarchie financière, dépendance des institutions publiques à cette oligarchie financière et mondialisation de ce système, l'impérialisme. Il ajoute que dans les zones d'influence, colonies, zones d'exportation de capital, de sources de main-d'œuvre et de matières premières, une bourgeoisie parasitaire et la corruption servent les objectifs de cette oligarchie. Pour terminer, Lénine fait bien entendu une critique qui est sous-entendue dans l'ensemble de son ouvrage, une critique de l'impérialisme. Certes, dit Lénine,
il peut y avoir des coalitions impérialistes, y compris militaires aujourd'hui, par exemple l'OTAN, mais pas d'exploitation de l'univers en commun par les monopoles et les États impérialistes. Il y a toujours concurrence, il y a toujours lutte pour le partage du monde. Les grandes puissances tendent à l'hégémonie. Toutes les grandes puissances tendent à l'hégémonie. Il explique, page 156, je cite, « Les alliances pacifiques préparent les guerres et alternent avec les guerres. » On le voit aujourd'hui. Partout, la tendance est à la domination, aux annexions, à la violation de l'indépendance et donc au renforcement de l'oppression générale dans les pays, des peuples dans tous les pays. Les pays ont une histoire différente, dit-il, mais tous sont dans ce système. Les pays sous-développés sont entraînés dans l'engrenage du capitalisme mondial. Il cite par exemple la construction de voies de transport, les exportations agricoles, la main-d'œuvre à bas coût, etc. Voir l'Afrique de ce point de vue. Cette extension constitue pour Lénine une base solide pour l'oppression et l'exploitation impérialiste des pays et peuples du monde. À son époque, les pays les plus riches sont ceux qui ont les colonies les plus immenses. L'Algérie pour la France, l'Indonésie pour les Pays-Bas, l'Inde pour l'Angleterre. À notre époque, je voudrais consacrer un tout petit peu de temps à ce point, on peut analyser d'autres types d'expansion territoriale. Celui des USA, qui constitue l'impérialisme hégémonique actuel. Il n'y a pas eu colonialisme, mais leur richesse n'est pas tombée du ciel. Ils ont quasi génocidé les Indiens et se sont attribués leurs terres. Ils ont mené une longue guerre, non officielle et officielle, contre l'Espagne, conclue par l'annexion de fait en 1898 des Philippines, ce qui leur permet d'avoir un pied dans l'océan Indien. Ce n'est qu'en 1946, d'ailleurs, après un très long conflit, aux multiples péripéties, que l'indépendance des Philippines sera reconnue. Ils ont alimenté un long conflit avec le Mexique, 1845-1848, qui s'est terminé par le quasi-achat du Texas, l'annexion de la Californie, de l'Arizona, du Nevada, de l'Utah et d'une partie du Colorado et d'une partie du Nouveau-Mexique, soit un tiers du territoire des USA, sans oublier l'achat de l'Alaska à la Russie. À l'époque de Lénine, certains pays occidentaux sont encore sous-développés en Europe. Lénine cite la Russie, expliquant que les capitaux étrangers y sont investis dans les entreprises industrielles. C'est là que l'on voit bien que pour Lénine, l'impérialisme est un système, quel que soit le développement du capitalisme dans tel ou tel pays. Tous y sont soumis. Comment lutter contre cet impérialisme? Avant d'aborder ce dernier point, on est presque à la fin, et il y a encore un petit peu de patience, quelques détails de son document vous intéresseront. Lénine dit à un moment donné que l'Europe se déchargera du travail manuel sur les hommes de couleur avec accroissement de l'immigration. Il dit aussi que le recrutement de l'armée se fait parmi les plus dépendants. Enfin, il dit qu'il y a corruption des couches supérieures du prolétariat. Nous constatons tout cela aujourd'hui. Donc, comment lutter contre cet impérialisme? En s'appuyant, dit Lénine, sur ces contradictions, celles qu'il cite à son époque, contradictions monopole, libre concurrence, entre grosses opérations financières, commerce net, contradictions entre sous-alimentation des masses et richesse mondiale, c'est encore le cas aujourd'hui, puisque 22% de la population européenne est confrontée à la pauvreté. J'y ajouterai aujourd'hui contradiction entre besoin de la production et taux de rentabilité du capital.
entre taux des profits et santé des salariés, entre exploitation et surexploitation de la main-d'œuvre et reproduction de celle-ci, entre stagnation des salaires, des conditions d'embauche, des conditions de travail des jeunes et besoin de ces jeunes pourtant nécessaires à la production des marchandises et des services et donc au développement du capitalisme. Non, c'est une erreur de ma part. Entre niveau d'études important et nécessaire et âge de la retraite. La contradiction principale qu'il souligne n'est-elle pas toujours, cette contradiction essentielle, n'est-elle pas toujours et de plus en plus importante? Il y a socialisation de la production et de la commercialisation des marchandises et des services au plan mondial aujourd'hui, mais la propriété des moyens de cette production est toujours privée. Alors, est-ce qu'il y a, comme Lénine l'annonce, tendance à la stagnation du capitalisme impérialiste, avec moins de stimulants pour les progrès techniques, plus de rentiers et plus d'États usuriers ou débiteurs? A-t-on affaire à un capitalisme agonisant? C'est une autre question et je vous propose qu'on n'en discute pas aujourd'hui. Lénine soulève par contre deux questions qui font débat aujourd'hui dans les partis communistes en France et dans les partis communistes au plan mondial. Et je crois qu'il faut en discuter ce soir, en débattre ce soir. La première question, c'est est-ce que l'impérialisme comme système est un est-ce que l'impérialisme est un système quel que soit l'état de développement du pays? Et la deuxième question, est-ce que les monopoles d'État dans l'impérialisme sont des formes de socialisme? Voilà, j'en ai fini et je lui donne la parole.